Jeune moi, si je pouvais m'asseoir avec toi en ce moment, je te dirais quelque chose qui changerait tout. Mais je sais que tu ne me croirais pas encore. Pas maintenant. Parce qu'en ce moment, tu penses que tu as le temps. Tu penses que la vie est une route droite qui s'étend à l'infini devant toi. Tu penses que le succès, le bonheur et le sens sont des choses qui t'attendent dans le futur, juste un peu plus loin sur le chemin. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la route n'est pas sans fin. Un jour, plus tôt que tu ne le penses, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu ne poursuis plus un avenir. Tu es en train de le vivre. Et quand ce jour viendra, les choses que tu pensais te rendre heureux n'auront plus autant d'importance. Les choses que tu craignais de perdre ne sembleront plus si cruciales. Et la plus grande question que tu affronteras ne sera pas de savoir ce qui t'attend, mais de savoir qui tu es. Jeune moi, j'ai amené quelques personnes avec moi aujourd'hui. Les grands esprits qui ont compris ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Carl Jung, l'homme qui a découvert l'inconscient. Abraham Maslow, celui qui a redéfini ce que signifie réussir. Viktor Frankl, qui a prouvé que le sens n'est pas donné, mais choisi. Søren Kierkegaard, qui nous a appris que la peur n'est pas l'ennemi, mais la porte vers la liberté. Carl Rogers, qui nous a montré que la vie que nous vivons pourrait ne pas être celle qui nous était destinée. Et Alfred Adler, qui croyait que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, mais les auteurs de notre avenir. Ils ont quelque chose à te dire, jeune moi, quelque chose qui fera toute la différence. Parce que la quarantaine n'est pas une crise, c'est un éveil. Et ta vraie vie, celle qui t'appartient et à toi seul, n'a même pas encore commencé. Jeune moi, tu as passé toute ta vie à essayer d'être le bon genre de personne. Celui qui s'intègre, celui qui est respecté, celui qui rend les gens fiers. Et pendant des années, tu t'es convaincu que c'était qui tu étais vraiment. Que cette version de toi, celle que le monde voit, est la seule qui existe. Mais j'ai besoin que tu écoutes attentivement maintenant, parce que Carl Jung est là pour te dire la vérité. Tu n'es pas seulement la personne que tu montres au monde. Tu es aussi tout ce que tu as caché. Les doutes, la colère, les ambitions secrètes que tu as été trop effrayé de poursuivre. La tristesse que tu as avalée et que tu t'es dit n'était pas réelle. Ces choses n'ont pas disparu. Elles sont devenues ton ombre. Et tant que tu refuses de la voir, elle te contrôlera. Jung a passé sa vie à étudier pourquoi les gens se perdent et il a découvert que la plupart d'entre nous vivons comme une moitié de personnes. Nous portons des masques, nous jouons des rôles, nous devenons ce que nous devons être pour nous sentir en sécurité. Et pendant un temps, jeune moi, ça fonctionne. Mais ensuite, quelque chose se produit. Une fissure apparaît. Le masque commence à glisser. Tu commences à réaliser que la vie que tu as construite ne suffit pas. Pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était incomplète. La quarantaine, c'est quand l'ombre frappe à ta porte. Et elle ne demande pas la permission. Elle te force à te regarder en face. Pas la version que tu as soigneusement construite, mais la personne que tu es vraiment. Et ça, jeune moi, c'est terrifiant. Parce qu'accepter pleinement qui tu es signifie affronter les parties de toi que tu n'aimes pas. Alors, que se passe-t-il si tu ne le fais pas? Que se passe-t-il si tu ignores l'ombre et fais semblant qu'elle n'existe pas? C'est là qu'elle commence à te dominer depuis l'obscurité. Elle transforme tes désirs en addiction. Elle transforme tes peurs inavouées en colère contre le monde. Elle te fait en vouloir aux autres pour les choses que tu refuses de voir en toi-même. C'est pourquoi tant de gens, à la quarantaine, se sentent perdus, amers ou agités. Ils combattent un ennemi qui est en eux. Mais voici le secret que Jung voulait que tu saches, l'ombre n'est pas ton ennemi. Elle est la partie manquante de ton cœur. Et si tu as le courage de te tourner vers elle au lieu de fuir, tu découvriras que tout ce que tu cherchais était caché là depuis le début. Alors, comment l'intégrer? Ça commence par l'honnêteté. Arrête de filtrer tes pensées pour qu'elles soient acceptables. Remarque ce qui te déclenche chez les autres, car ce sont souvent les parties de toi que tu as enterrées. Écris les choses que tu évites de penser. Affronte-les, questionne-les, comprends-les. Et lentement, tu commenceras à te sentir entier. Jung a dit un jour que la chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement soi-même. Mais c'est aussi la plus libératrice. Parce qu'au moment où tu arrêtes de te battre contre toi-même, tu réalises que tu n'as jamais été brisé. Tu étais simplement inachevé. Et maintenant, enfin, tu as la chance de devenir entier. Jeune moi, te souviens-tu de la première fois que tu as goûté au succès? C'est cette montée d'adrénaline, cette validation, ce sentiment que tu étais enfin quelqu'un.
Tu pensais que c'était l'objectif. Prouver ta valeur, accomplir plus, construire une vie qui semblait bien de l'extérieur. Mais laisse-moi te présenter Abraham Maslow. Il te dirait que tu poursuivais un rêve qui n'a jamais vraiment été le tien. Maslow a passé sa vie à étudier ce qui rend vraiment les gens épanouis, et il a découvert quelque chose que la plupart du monde ne comprend pas. Les gens qui ressentent le plus profondément un sens à leur vie ne sont pas ceux qui ont le plus accompli. Ce sont ceux qui sont devenus le plus eux-mêmes. Tu as passé des années à grimper, à courir après les promotions, à chercher l'approbation, à bâtir une réputation. Et pendant longtemps, jeune moi, ça te suffisait. Mais je dois te prévenir, un jour, tu te réveilleras, et tout cela te semblera étrangement vide. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu es appelé à quelque chose de plus. La hiérarchie des besoins de Maslow explique tout. Au début, nous cherchons la sécurité, la stabilité, l'appartenance. Nous travaillons à construire quelque chose de solide sous nos pieds. Et c'est bien, c'est nécessaire. Mais il arrive un moment où les fondations sont posées et une nouvelle question surgit. Et maintenant, ce moment, jeune moi, c'est le début de l'actualisation de soi. C'est quand les choses qui te motivaient perdent leur sens et que tu réalises que le succès n'est pas dans ce que tu as, mais dans qui tu es. Mais à quoi ça ressemble? En réalité, c'est différent pour chacun. Pour certains, ça signifie quitter une carrière qui ne correspond plus à leurs valeurs. Pour d'autres, ça signifie embrasser la créativité, les connexions ou la croissance personnelle plutôt que les récompenses externes. C'est passer de la recherche de l'accomplissement à la recherche du sens. Mais voici ce que Maslow n'a jamais dit ouvertement. La plupart des gens n'atteignent jamais l'actualisation de soi. Ils restent coincés dans les étapes précédentes, piégés par le confort, la peur ou la routine. Comment sais-tu si c'est ce qui t'arrive? Demande-toi, es-tu encore en train de courir après le succès ou es-tu en train de vivre d'une manière qui te semble vraiment épanouissante? Si ta réponse est la première, il est temps de tout repenser. C'est pourquoi tant de gens, dans la quarantaine, se sentent perdus. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils sont appelés à quelque chose de plus. À arrêter de prouver et à commencer à devenir. À arrêter de courir et à commencer à choisir. Et voici la grande ironie. Jeune moi, le moment où tu arrêtes d'obséder sur le succès est le moment où tu le trouves enfin. Pas dans l'argent, pas dans le statut, mais dans la certitude tranquille que tu es enfin en train de vivre la vie qui t'était destinée. Jeune moi, tu as passé des années à croire que le bonheur est quelque chose que tu peux attraper si tu travailles assez dur, si tu gagnes assez, si tu aimes la bonne personne, si tu vis au bon endroit. Alors, enfin, tu seras arrivé. Et pendant un temps, tu as eu l'impression de te rapprocher. Mais quelque chose en toi ne s'est jamais vraiment installé. Peu importe ce que tu accomplissais, il y avait toujours cette petite voix qui chuchotait. Est-ce que c'est ça? Laisse-moi te présenter Viktor Frankl. C'était un homme qui a enduré l'inimaginable. Il a survécu au camp de concentration nazi, dépouillé de tout. Sa famille, sa carrière, sa liberté. Et pourtant, au milieu de cette horreur, il a fait une découverte qui changerait notre compréhension de l'expérience humaine. Le bonheur, jeune moi, n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose qui émerge quand tu vis avec un sens. Frankl a observé que certaines personnes dans les camps, malgré leur souffrance, tenaient à quelque chose qui les faisait continuer. Un but, une raison de se lever le lendemain. Et il a réalisé que ceux qui survivaient n'étaient pas nécessairement les plus forts, mais ceux qui avaient trouvé quelque chose pour lequel survivre. Toi, jeune moi, tu as passé tellement de temps à poursuivre le bonheur, mais tu as cherché au mauvais endroit. Le travail, la reconnaissance, les choses que tu possèdes, rien de tout cela ne sera jamais assez. Parce que le bonheur n'est pas quelque chose que tu obtiens. C'est quelque chose que tu permets. Quand ta vie est alignée avec un sens plus profond. Mais qu'est-ce que ça signifie pour toi, maintenant? Comment crées-tu du sens quand tu te sens coincé dans une vie qui semble en manquer? Frankl a découvert que le sens vient de 3 façons, par le travail, par l'amour et par la souffrance. D'abord, le sens par le travail. Pas juste un emploi, mais une vocation. Faire quelque chose qui sert un but plus grand que toi. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Ça peut être élever un enfant, bâtir une communauté, créer quelque chose qui te survivra. C'est une question de contribution. Ensuite, le sens par l'amour. Pas l'amour romantique, mais le genre d'amour qui rend la vie riche. Des amitiés profondes, de la gentillesse,
des expériences partagées, les gens qui te font te sentir vu. Si tu n'as personne dans ta vie qui te connaît vraiment, jeune moi, tu ne vis pas encore. Et enfin, le sens par la souffrance. C'est le plus difficile à comprendre, mais c'est le plus puissant. Quand la douleur entre dans ta vie, et elle le fera, tu as un choix. Tu peux la laisser te briser, ou tu peux l'utiliser pour te transformer. Certaines des personnes les plus motivées par un but dans le monde ont transformé leur plus grande souffrance en leur plus grande mission. Des survivants qui sont devenus des guérisseurs. Ceux qui étaient perdus et qui aident maintenant les autres à trouver leur chemin. Franck lui-même a dit, « Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Jeune moi, si tu te sens un jour comme si ta vie avait perdu son sens, regarde ces 3 choses. Qu'est-ce que tu crées? Qui aimes-tu? Quelle souffrance transformes-tu? Réponds à ces questions et tu ne te sentiras plus jamais perdu. Jeune moi, je sais à quel point tu crains le changement. Comment tu surpenses, hésites, pèses chaque possibilité avant de faire un pas. Comment tu t'accroches au familier en te disant qu'un jour, quand tu seras prêt, tu prendras le risque, tu feras le saut. Mais tu ne te sens jamais prêt, n'est-ce pas? Søren Kierkegaard savait exactement ce qu'était cette peur. Il l'appelait le vertige de la liberté. Ce moment terrifiant où tu réalises que ta vie est entièrement entre tes mains. Pas de script, pas de garantie. Juste toi, debout au bord de l'inconnu, paralysé par ce qui pourrait t'arriver si tu sautes. Mais Kierkegaard savait aussi autre chose. Cette peur n'est pas l'ennemi, c'est le seuil. Et la seule façon d'entrer dans la vie qui t'est destinée est de l'embrasser. Jeune moi, j'ai besoin que tu entendes ça. Tu ne te sentiras jamais prêt. Et si tu attends de l'être, tu attendras pour toujours. Mais ça ne veut pas dire que chaque peur doit être ignorée. Alors, comment sais-tu quand il est temps de sauter? Kierkegaard croyait qu'il y a une différence entre la peur qui signale un danger et la peur qui signale la croissance. La première est de l'instinct. Si un feu brûle, tu n'y marches pas. Mais le deuxième type de peur est différent. Il apparaît quand tu te tiens au bord de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui t'appelle, même si ça te terrifie. C'est la peur vers laquelle tu dois marcher. Pense aux choses que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais osé. Ce travail dont tu rêves secrètement. Cet endroit où tu aimerais vivre. Cette partie de toi que tu caches parce que tu as peur de ce que les gens penseront. La seule chose qui se dresse entre toi et cette vie, c'est la peur de l'inconnu. Le saut de la foi de Kierkegaard ne consistait pas seulement à prendre des risques, mais à faire confiance à quelque chose qui ne peut pas être prouvé. Pour certains, cela signifie la foi en Dieu. Pour d'autres, la foi en soi-même. Mais au fond, le saut consiste à choisir de croire que la vie qui t'est destinée se trouve de l'autre côté de la peur, même si tu n'as encore aucune preuve. Un jour, jeune moi, tu atteindras un point où rester le même sera plus douloureux que de changer. Tu te tiendras au bord de quelque chose de nouveau, le cœur battant, l'estomac noué, te demandant si tu peux vraiment le faire. Et j'ai besoin que tu te souviennes de ce moment. Le moment où tu comprendras enfin que la peur n'est pas un signe pour t'arrêter, mais un signe que tu es sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors, comment faire le saut? D'abord, reconnais quand tu es face à un moment de transformation. Si une décision t'excite et te terrifie à parts égales, fais attention. C'est un indice. Ensuite, n'attends pas la certitude. Elle ne viendra jamais. Commence avant de te sentir prêt. Et enfin, rappelle-toi que la plus grande erreur que tu puisses faire est de ne rien faire. Kierkegaard a averti, oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Le saut semblera toujours impossible jusqu'au moment où tu le feras. Et alors, jeune moi, tu réaliseras que tu étais toujours destiné à voler. Jeune moi, tu as passé ta vie à essayer d'être la version de toi qui rend les autres à l'aise. Tu as joué le rôle, dit les bonnes choses, porté le bon masque. Et pendant un temps, tu t'es convaincu que c'était qui tu étais vraiment. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Quand t'es-tu senti vraiment libre pour la dernière fois? Carl Rogers a passé sa carrière à étudier ce qui rend une vie réelle. Et il a découvert quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Plus tu t'éloignes de ton moi authentique, plus tu te perds. Jeune moi, je dois te poser une question inconfortable. Si tu enlevais les attentes, la pression, la peur, qui serais-tu? Je sais que la réponse te terrifie, parce que pendant des années, tu as construit une vie qui semble bien, mais ne te semble pas juste.
Tu as suivi un chemin qui avait du sens sur le papier, mais au fond, quelque chose ne clique pas. Tu continues à attendre, en pensant que peut-être, si tu travailles plus dur, si tu accomplis plus, si tu te prouves assez, tu te sentiras enfin entier. Mais ce ne sera pas le cas, parce que le problème n'est pas que tu n'as pas fait assez. Le problème est que tu n'es pas toi-même. Raj appelait cela la congruence. Quand la personne que tu es à l'intérieur correspond enfin à la vie que tu vis à l'extérieur. Et jeune moi, voici la vérité. C'est la seule façon dont tu te sentiras jamais libre. Mais que faire si tu ne sais pas qui tu es vraiment? Que faire si tu as passé si longtemps à être ce que les autres attendent de toi que tu as perdu le contact avec toi-même? Raj avait une réponse à cela aussi. La première étape est d'arrêter de te censurer. Fais attention au moment où tu ajustes tes mots, ton ton, tes opinions justes pour t'intégrer. Demande-toi, si je n'avais pas peur du jugement, que dirais-je? La deuxième étape est de remarquer ce qui t'excite. Les choses qui t'attirent, même si elles n'ont pas de sens. C'est ton vrai moi qui essaie d'attirer ton attention. Et enfin, pratique l'acceptation radicale de toi-même. Raj croyait que la vraie croissance commence quand tu arrêtes d'essayer de te réparer et commences à comprendre que tu n'as jamais été brisé. Un jour, jeune moi, tu atteindras un point où faire semblant sera épuisant. Dire oui à des choses que tu ne veux pas, te montrer dans des endroits où tu n'appartiens pas, et vivre une vie qui ne te convient pas deviendra insupportable. Et quand ce jour viendra, j'espère que tu te souviendras de ce que Raj a dit. La bonne vie est un processus, pas une destination. Et ce processus commence au moment où tu arrêtes de faire semblant. Jeune moi, le plus grand mensonge que tu aies jamais cru est que ton passé te définit. Que les erreurs que tu as commises, les choses que tu regrettes, les gens qui t'ont dit qui tu étais, tout cela a tracé un chemin dont tu ne peux pas t'échapper. Alfred Adler te dirait le contraire. Il a passé sa vie à étudier pourquoi les gens restent piégés dans des cycles de malheur, et il a découvert que ce n'est pas la cause de ce qui leur est arrivé, mais à cause de l'histoire qu'ils se racontent à ce sujet. Jeune moi, si tu crois que tu es un échec, tu agiras comme un échec. Si tu crois que tu es indigne, tu te contenteras de moins que ce que tu mérites. Si tu crois que tu es destiné à être coincé, tu n'avanceras jamais. Mais si cette histoire n'était pas vraie, Adler savait qu'à tout moment, une personne peut réécrire son récit. Tu n'es pas la victime de ton passé. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu n'es pas limité par qui tu étais. Tu es, en ce moment même, aussi libre que tu décides de l'être. Mais je sais ce que tu penses. Ce n'est pas si simple. Et si ton passé est rempli de vraies douleurs, de vrais échecs, et si changer ton histoire te semble te mentir à toi-même, la réponse d'Adler était la suivante. Ton passé est un fait, mais le sens que tu lui donnes est ton choix. Oui, de mauvaises choses sont arrivées. Oui, tu as fait des erreurs. Mais est-ce qu'elles te définissent? Seulement si tu décides qu'elles le font. Le passé n'est qu'un ensemble d'événements. La seule chose qui leur donne du pouvoir sur toi, c'est l'histoire que tu y attaches. Alors, comment changes-tu cette histoire? D'abord, remets-la en question. Écris les croyances que tu as sur toi-même. Je rate toujours. Je ne suis pas assez bien. Je ne serai jamais heureux. Et demande-toi, est-ce objectivement vrai ou est-ce juste quelque chose que je me répète depuis si longtemps que j'y crois? Ensuite, cherche des preuves du contraire. Trouve ne serait-ce qu'un moment où tu as réussi, où tu as été fort, où tu as surmonté. Enfin, commence à agir comme si ta nouvelle histoire était déjà vraie. Si tu croyais que tu étais capable, comment agirais-tu? Si tu croyais que tu étais digne, à quoi dirais-tu oui? De quoi finirais-tu par t'éloigner? Un jour, jeune moi, tu réaliseras que ton passé n'est qu'un point de référence, pas une résidence. Que le stylo a toujours été entre tes mains. Et le moment où tu décides d'écrire une histoire différente est le moment où ta vie commence vraiment. Alors nous y voilà, jeune moi. Tu as passé des années à penser que la quarantaine était quelque chose à craindre, que tourner 40 signifiait que le temps était compté. Mais maintenant c'est la vérité. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Jung t'a appris que tu n'es pas brisé, seulement inachevé. Maslow t'a montré que le succès n'est pas dans ce que tu as, mais dans qui tu deviens. Frank l'a prouvé que le sens n'est pas donné, mais choisi. Kierkegaard t'a rappelé que la peur n'est pas un signe pour t'arrêter, mais un signe pour sauter. Raj t'a montré que le moment où tu arrêtes de faire semblant, tu commences à vivre. Et Adler t'a remis le stylo et t'a dit de réécrire ton histoire. Jeune moi, tu n'es plus en train de poursuivre une vie.
Tu es en train d'y entrer. Et toi, jeune moi, tu es enfin prêt.